Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Ira pas. Il semble que presque tout le monde ira. C'est même que ça va se bousculer et même que ça va se marcher dessus. Je parle des prochaines élections législatives, bien sûr. À un certain moment, on avait cru que les partis et les personnalités politiques dites indépendantes allaient bouder ce scrutin. Je parle des partis de l'opposition. Et appeler à l'abstention massive, voire même au boycott actif. Nombreux parmi eux nous ont dit, redit et re-redit que participer à ces élections serait cautionner un régime illégitime. Un régime qui est en train de nous mener tout droit à une catastrophe que personne ne peut imaginer, nous ont-ils dit. Ils nous ont dit, redit et re-redit, qu'il ne servait à rien de toute façon de faire partie de ce pseudo-parlement, parce que de toute façon, les jeux étaient déjà faits, que le régime avait déjà décidé des quotas, que le RND, le FLN, les islamistes domestiqués et les indépendants, pas si indépendants que ça, ceux-là qui sont les clients du régime, allaient remporter à eux tous, ces gens-là, au moins 60% des voix, même si personne ne vote. Ils nous ont dit, redit et redit, que contrairement au slogan éculé qui a circulé tant et tant d'années, on ne change pas un régime de l'intérieur, que bien au contraire, le régime allait se servir de la présence très minoritaire de l'opposition, opposition Zama, au sein du Parlement pour se donner l'image exemplaire d'un État de droit et d'une démocratie véritable dont l'opposition participe au pouvoir législatif. Et ils nous ont dit des choses et d'autres du même genre avec ce qu'il faut de vigueur et d'emphase. Mais ça, c'était avant. C'était avant que tout le monde ne décide d'y aller à ces élections. Enfin, presque tout le monde, si l'on accepte quelques rares irréductibles. Des voix qu'on n'entend même plus, que même la presse passe à la trappe, contrairement aux participationnistes qui forment les rangs et commencent déjà à lever le doigt. Moi monsieur, moi monsieur. Ils y vont donc en nous livrant avec toute la conviction du monde des arguments et d'autres qui sont l'exact contraire des arguments qui nous disaient, qui nous avançaient quand ils nous affirmaient ne pas vouloir participer. Où est le problème? La politique n'est-elle pas l'art du possible, plutôt de l'impossible? Ne dit-on pas que la politique n'a pas d'état d'âme? Et donc, ils y vont allègrement. Ils vont aller représenter un peuple qui ne vote pas, qui ne vote plus. Ils vont le représenter malgré lui. La seule chose qu'ils font mine d'oublier est que les candidats seront trop nombreux, qu'ils vont s'étriper pour les miettes qu'on va leur consentir, que la bataille sera rude pour avoir sa part du quota. Et ils font mine d'oublier aussi que cette fois-ci encore, et cette fois-ci surtout, l'abstention atteindra des chiffres records. Ils font mine d'oublier que jamais l'Algérie ne connaîtra un tel boycott, cette fois-ci, de l'avis de tous les observateurs sérieux. Sauf que cela ne les dérangera en rien, comme cela n'a pas dérangé leurs prédécesseurs, qui n'ont trouvé aucun problème à siéger dans le Parlement le moins représentatif du monde. La fraude et le bourrage, ce n'est pas fait pour les chiens. Aujourd'hui. Al-Watan, la CLTD veut les législatives et la transition démocratique par Farouk Jouadi. Le temps d'Algérie, législative 2017, l'option du boycott s'éloigne par Karim Benamar. Le courrier d'Algérie, prochaine échéance électorale vers la participation de la CLTD par Farid Gelil.
Législative 2017 ira pas. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et nous aurons avec nous sur le plateau dans un moment Badis Khnissa, président cofondateur du club Émergence et membre de Talaya al-Hurriyat, Brahim Younsi, président de l'UDM. Au téléphone, nous aurons Abdelrahman Belayat, coordinateur de la direction unifiée du FLN, et Rachid Nekaz, président du MJC. Rachid Nekaz, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, salam alaikum, merci à vous, Sidi Jamal Eddine, monsieur Dou, pour votre invitation. Merci. Alors, vous êtes rentré à Alger, donc après votre interpellation par la police parisienne, et il semble que vous avez été accueilli de façon triomphale, nous dit-on. Écoutez, vous savez, j'ai toujours dit que j'étais très très fier d'être un citoyen algérien et j'ai toujours dit que le problème de l'Algérie ne concernait pas tous les responsables politiques, militaires, diplomatiques, sécuritaires, mais simplement les 40 voleurs. Et j'ai toujours dit que je défendrais toujours toutes les institutions sécuritaires, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, les services de renseignement ou la diplomatie algérienne. Et je crois que le message a bien été compris et je crois qu'on pourra faire une opposition intelligente et constructive si nous ne faisons pas d'amalgame. Il faut avancer pas à pas et je suis très content qu'hier, la plainte que j'ai fait déposer par mes avocats au tribunal de Bilmourad Raïs à Alger a non seulement été acceptée mais enregistrée contre M. Saïdani qui m'a diffamé publiquement devant 40 millions d'Algériens. Donc je crois qu'on peut avancer. Rachid Nekaz, quand vous dites « je ne m'attaquerai jamais aux institutions sécuritaires », c'est quoi ça? C'est un appel du pied que vous faites? Vous ne vous attaquez pas aux institutions sécuritaires, même si elles outrepassent leurs prérogatives, même lorsqu'elles violent les droits des citoyens, même lorsqu'elles torturent, lorsqu'elles tuent, lorsqu'elles enlèvent, lorsqu'elles séquestrent? Je vais vous répondre, oui, je vous en prie. Oui. Le problème, ce n'est pas l'institution sécuritaire. Le problème, ce sont les 40 voleurs qui donnent des ordres à ces institutions sécuritaires. Je vous donne un exemple. Le 1er novembre, à minuit, dans ma propre ville, à Aïn-Manana, dans la Ouliat Chlef, M. Sellal a donné ordre à la police de ma commune de m'arrêter pour ne pas que j'assiste aux festivités du 1er novembre, c'est-à-dire à la levée du drapeau algérien. La police n'y est pour rien. C'est M. Sellal qui n'accepte pas que je sois identifié publiquement comme un citoyen algérien qui participe aux festivités du 1er novembre, car M. le Président de la République, M. Bouteflika, à cause de son état de santé, ne peut pas le faire. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre le donneur d'ordre, qui lui est condamnable, et le donneur d'ordre, ce sont les 40 voleurs, avec les institutions sécuritaires qui ne font que respecter les ordres qu'on leur donne. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame, comme cela a été fait dans les pays de l'Est dans les années. Excusez-moi, Rachid Nekaz. Oui, Sellal, lui aussi fait partie d'une institution qui s'appelle le gouvernement, si on veut, une institution. Le général Guetzal fait partie d'une institution qui s'appelle l'AMP. Ils font tous partie d'une institution. Pourquoi vous attaquez les uns et pas les autres? Pourquoi vous n'attaquez pas le Toufiq, général Toufiq? C'est un individu. S'il vous plaît. Oui. Ne faites pas, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect pour vous. Moi ne mélangez pas un gouvernement élu, oui. Un gouvernement qui est nommé par le président, élu par le peuple algérien, avec des institutions sécuritaires qui doivent travailler avec tous les responsables politiques, quelle que soit leur tendance politique, que ce soit des islamistes. Pourquoi Sellal n'est pas élu? Sellal, il n'est pas élu. J'ai dit un gouvernement nommé par un président de la République élu par le peuple algérien. Voilà la règle aujourd'hui. Après, on peut dire qu'il y a des fraudes, pas de fraude. Là n'est pas la question. Ce sont des gens qui parlent au nom du peuple algérien. Donc ces gens-là sont responsables devant le peuple algérien et ce sont eux avec qui nous avons un problème. Nous avons bien vu que la fille de Sellal a un appartement de 15 milliards de centimes sur les Champs-Élysées. Nous avons vu que le ministre de l'Industrie, M. Abdel Bouchouareb, a un appartement de 54 milliards de centimes, donc au 21 quai Montebello en face de Notre-Dame. C'est eux le problème, parce que ces gens-là ne veulent pas se justifier. Alors Rachid Nekaz, avant d'en arriver au sujet du jour, une dernière question. C'est qui les 40 voleurs? Et pourquoi vous dites les 40 voleurs?
savez, les 40 voleurs, c'est très simple. Je vous en ai cité quelques-uns. Monsieur Sellel, Monsieur Bouchouarem, Monsieur Saïd Ali, Monsieur Shakib Khalil, etc. Il y en a 40 comme ça. Ils sont 40. Ils sont 40. Ils sont 40. Qui ont utilisé leur responsabilité politique pour détourner des sommes d'argent qui appartiennent au peuple algérien. Et ces gens-là, je leur ai proposé depuis 2 ans une amnistie financière et fiscale en échange de leur départ. Mais Rachid Nekez, de quel droit et au nom de quoi vous leur proposez? Vous ne représentez pas le peuple algérien, vous n'êtes pas le président de la République. Comment vous leur proposez? Vous dites « je leur ai proposé ». De quel droit pouvez-vous disposer ainsi de la souveraineté populaire? Je ne dispose pas de la souveraineté populaire. Je suis, comme vous l'avez dit, un homme politique qui a présenté un programme politique. Oui, non, mais vous dites « je leur ai proposé ». Vous dites « je leur ai proposé ». De quel droit vous leur proposez? Un homme politique, il doit présenter un programme. Donc, dans le cadre de mon programme, que j'ai rendu public aux 40 millions d'Algériens, figure l'idée d'une amnistie fiscale et financière à ces 40 voleurs en échange de leur départ. Le peuple algérien, ensuite, est totalement souverain pour dire oui ou non. Et ça, cela se fait dans le cadre d'élections ou législatives. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question à Rachid Nekez. Rachid Nekez, qui sont ces... Pourquoi vous dites 40 voleurs? Pourquoi il ne serait pas 41? Ou alors vous faites allusion à Ali Baba et les 40 voleurs? Non, on ne va pas jouer avec les mots. Je pense que l'ensemble des Algériens a compris à quoi correspondent ces 40 voleurs. J'ai même eu l'occasion donc de répondre à cette question lors d'une précédente émission chez vous à Al-Magharibiya. Vous savez, aujourd'hui, on a 54 ans d'opposition algérienne qui n'a pas abouti à une alternance politique en Algérie. Je crois qu'il faut aller par étapes. Il faut aller doucement et proposer une solution de sortie à ces 40 voleurs afin d'éviter des nouvelles violences en Algérie. Le peuple algérien ne veut plus de violence. La communauté internationale ne veut pas de violence en Algérie. Et je crois qu'en bonne intelligence, on peut trouver une solution pratique, une solution pacifique pour tourner la page de cette élite politique qui a brillé par son incompétence et qui est dans l'incapacité à gérer la crise économique, politique, financière, sociale, environnementale de notre pays. Aujourd'hui, j'ai bon espoir que ça change et on a bien vu qu'avec mon retour sans aucune difficulté à Alger, on voit bien que les choses évoluent doucement en Algérie. Beaucoup m'ont dit ne retourne pas en Algérie, tu auras des problèmes. J'ai dit que j'assume mes paroles, j'assume mes actes et en tant que citoyen algérien, quoi qu'il m'arrive en Algérie, je l'accepterai et je continuerai à me battre. Alors, venons-en aux élections législatives de 2017. Alors, finalement, vous y allez, vous n'y allez pas? Mais moi, j'ai toujours dit que j'allais participer à toutes les élections en Algérie, que ce soit les municipales, que ce soit les législatives, que ce soit les présidentielles. Je suis un homme politique qui n'est pas là pour jouer avec le peuple algérien. J'assumerai mes responsabilités, quelles que soient les conditions et quelle que soit l'organisation de ces élections, quel que soit le niveau de fraude, quel que soit le niveau de pression, je participerai à toutes les élections et je demande à l'opposition de présenter un front uni pour toutes les prochaines élections. Alors, commençons par le commencement. D'abord, pour les présidentielles, vous n'avez constitutionnellement pas le droit de participer. Vous le savez bien. Je vais vous répondre. Même si je change 100% de la Constitution, je serai, Inch'Allah, candidat aux prochaines élections présidentielles de 2019. Et vous le verrez par vous-même. Non, mais excusez-moi, Rachid Nekez, il faudrait quand même que nous parlions vrai, un petit peu, ne serait-ce qu'un peu. Vous dites que vous vous présentez. Or, la Constitution, la dernière mouture de la Constitution, vous interdit, vous fait barrage, vous ne pouvez pas vous présenter. Constitutionnellement, vous n'en avez pas le droit. Comment vous allez vous présenter? Comment? Constitutionnellement parlant, oui. Je serai candidat aux prochaines élections présidentielles algériennes d'avril 2019, Inch'Allah. Mais votre candidature ne sera pas reçue puisqu'elle n'est pas recevable constitutionnellement. Écoutez, je parle français, je crois que vous me comprenez. Moi aussi, je parle français, c'est ça qui m'étonne un peu, c'est qu'on dirait un dialogue de sourds.
Pas du tout. Vous m'avez posé une question, je vous dis que je serai quand même candidat. Mais comment? Expliquez-moi. Moi, je vous demande de m'expliquer. Vous savez qu'il y a des subtilités dans des constitutions qui échappent peut-être à certaines personnes, mais qui n'échappent pas à ceux qui m'entourent. Donc je serai candidat, Inch'Allah. Alors ne gardez pas pour vous le secret, donnez-le à tous les Algériens. Donnez le secret à tous les Algériens, alors, puisque vous avez je viens de vous dire, la ce qui boîte vous secrète. intéresse, vous et l'ensemble de la jeunesse algérienne qui me fait confiance, c'est est-ce que je serai candidat? Et je leur réponds dès maintenant, oui, Inch'Allah, je serai bien Très candidat. bien, ok, on en prend Et acte. c'est la raison pour laquelle je continuerai à me battre, même si ce combat doit aboutir dans un temps. On en prend acte. Alors, pour les législatives, donc vous allez être présent. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez. Est-ce que vous savez que toutes les élections depuis 1962 à ce jour ont été fraudées, plus ou moins, ont été truquées, ont été bourrées, les urnes ont été bourrées, que c'est une règle quasi générale, que le dernier Parlement élu l'a été à moins de 30% avec la fraude et le bourrage des urnes. Et que de l'avis, y compris de barons du régime, c'est le Parlement le moins représentatif depuis 1962. Pourtant, cela n'a pas empêché les gens d'aller aux élections, de faire partie de cette mandature. Et il nous a expliqué qu'ils devaient changer le régime de l'intérieur. Ils viennent de passer donc leur mandat. Ils n'ont rien changé du tout. Et donc vous-même, est-ce que vous croyez que cette fois-ci, il n'y aura pas de fraude et de bourrage des urnes? Est-ce que vous croyez que vous allez être élu par des Algériens? Vous savez, parfois je me dis, est-ce que les gens ont la mémoire courte? Vous savez, l'histoire, c'est pas un beau miroir parfait où tout se passe bien. Vous avez bien vu que même en France, avec une autorisation délivrée par la préfecture de police de Paris, on m'a quand même mis en garde à vue pendant 30 heures. Donc il y a des problèmes dans toutes les démocraties, y compris dans la démocratie algérienne. Vous avez dit y compris, excusez-moi, vous avez dit y compris dans la démocratie algérienne? Oui, absolument, tout à fait. Et je le répète, notre démocratie algérienne, elle est imparfaite. Je l'ai toujours dit. Elle fonctionne à 85%, mais il y a 15% qui ne fonctionnent pas du tout. Attendez, là aussi je vais vous arrêter. Vous n'avez même pas dit 90%, vous avez dit 85%. Ça veut dire que vous évaluez de façon très précise. Donc pour vous, l'Algérie est une démocratie à 85%. Il manque que 15 petits pourcents pour en faire une démocratie idéale. Inch'Allah, bien sûr. Mais écoutez, on voit bien, regardez, qui aurait pu penser que je n'allais pas être arrêté à l'aéroport d'Alger quand je suis arrivé? Même vous m'avez dit que j'allais me faire arrêter, oui ou non? Non, je n'ai pas dit arrêter, je dis vous allez vous faire embêter un petit peu. Je n'ai pas dit arrêter. Ils n'ont pas intérêt à vous arrêter maintenant. Et puis, vous savez... Non, mais Rachid Nekez, vous pensez que le fait de ne pas vous avoir arrêté donne du crédit à ce régime? Que du coup, du jour au lendemain, il devient une démocratie à 85% parce que Rachid Nekez n'a pas été arrêté? Vous êtes sérieux, Rachid Nekez? Si, Jamal Bil. Oui. Je fais partie des opposants politiques algériens. D'accord. Mais je fais partie de ces opposants qui croient, de façon sincère, qu'on peut changer la situation de l'intérieur, mais avec des pressions de l'extérieur. Donc toute ma stratégie, c'est d'améliorer la situation démocratique algérienne par mes propos, par les propos des opposants aussi, par les actions constructives des opposants qui est des miennes aussi, mais en avançant douga. J'y crois. Il va y avoir des prochaines élections législatives. Je vais y participer. S'il y a des problèmes, je vais les dénoncer, je vais les révéler, dans l'optique d'améliorer la situation pour les prochaines élections qui viendront après. C'est-à-dire, à les appeler, c'est Mahali, en novembre 2017. Et ensuite, s'il y a un nouveau des problèmes, je les dénoncerai aussi, afin d'améliorer les prochaines élections qui viendront après, c'est-à-dire les présidentielles d'avril 2019. Je crois qu'il faut qu'on avance pas à Rachid Nekez, une dernière question avant de passer à l'invité qui vient d'arriver, Badis Khnissa. Vous savez, le mandat qui va finir bientôt, et il y a eu quelques députés qui sont très honnêtes, très intègres, très énergiques, très dynamiques, très enthousiastes, très tout ce qu'on veut, qui ont dénoncé, qui faisaient des vidéos, qui transmettaient via les réseaux sociaux, mais à mon avis, à moins que je ne me trompe, ils n'ont rien changé du tout. Mais
là. Oui. Ils sont formidables, mais ils travaillent tout seuls. On ne peut rien faire tout seul. Non, ils ne sont pas tout seuls, ils sont une quinzaine à une vingtaine de députés très actifs. Ils ne sont pas seuls. Non, attendez, monsieur spécifique, on va parler de monsieur spécifique. Par exemple, tout le monde connaît le député spécifique. Il a toujours travaillé tout seul. Je l'ai contacté. À l'époque où il avait montré un papier disant que monsieur Bouchouareb avait la nationalité française. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me communiquer ce document afin de pouvoir partager et de pouvoir organiser une action collective? Il n'a jamais répondu. Et c'est comme ça avec tous les opposants visibles aujourd'hui sur la scène politique algérienne. Ils travaillent tout seuls. Tout seul, on n'arrivera à rien. Restez avec nous, Rachid Nekka, je reviens à vous dans un petit moment. Restez avec nous, s'il vous plaît. Badis Khnissa, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai présenté comme président cofondateur du club Émergence. J'ai rappelé que vous étiez aussi membre de Talaya El Hurriyat. Membre du comité central, absolument. Membre du comité central, tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que Talaya El Hurriyat va participer aux élections, finalement, législatives de 2017 ? Alors, la question, effectivement, elle se pose, mais je pense qu'il faudra comprendre d'abord les tenants de cette décision. Oui. Nous croyons profondément que, justement, cette décision doit émaner d'une approche démocratique qui est en phase avec un peu notre ADN du parti présidé par Ali Benflis. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons d'abord jalonné cette décision par des tenants, par des actions en amont. Aujourd'hui, pour prendre cette décision, je vais vous expliquer d'une manière procédurière et d'une manière d'un constat citoyen. D'accord. Pour la manière procédurière, c'est que le bureau politique du parti politique Talaya El Hurriyat, à la demande également de Ali Benflis, a demandé un rapport. Ce rapport, ça sera un outil, si vous voulez, de travail qui va synthétiser, voire détailler pour certains chapitres, notamment les aspects institutionnels, les aspects administratifs, juridiques et politiques, afin de mieux cerner et comprendre l'écosystème dans lequel vont se tenir ces élections. Une fois ce rapport établi, rédigé et validé, il sera communiqué au moment opportun à notre base militante du parti et au comité central, territoriaux, régionaux, pour la bonne et simple raison de sensibiliser, d'informer en profondeur, avant toute chose, pour qu'on puisse, lors de la 3e session ordinaire de notre comité central qui se tiendra normalement début d'année, donc mi-janvier 2017, où cette décision émanera d'un consensus, d'une décision collégiale et démocratique. Pourquoi vous pensez, je me permets de vous interrompre et je vous rends la parole, vous pensez qu'il faille tant de procédures et de chichis pour se rendre compte que c'est une farce, de toutes les façons, ces élections seront par quota, le RND, FLN, islamistes domestiques, indépendants domestiques auront à peu près 60%, et que vous tous, vous aurez un grand maximum de 40%. Vous savez très bien que ça va se passer comme ça. Ça ne peut pas ne pas se passer comme ça. Ça ne peut pas ne pas se passer sans fraude. Ça ne peut pas ne pas se passer sans trucage, sans bourrage des urnes. Vous savez bien. Absolument. Donc autant aborder les choses de façon simple et claire. On l'aborde d'une manière sereine et surtout transparente. Oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement l'approche que nous souhaiterions à terme, in fine, y apporter. Donc cette lecture d'abord, où je disais tout à l'heure dans une seconde phase citoyenne, oui. Ce constat, je pense qu'aujourd'hui il est aisé à faire par le citoyen algérien, nos compatriotes à l'étranger, qui est de comprendre un peu cette sémantique des élections aujourd'hui et leur tenue, notamment frauduleuse. Je pense que Talaya El Hurriyat et Ali Benflis, on est la preuve tangible justement de cette fraude, où on a été victime. On a fait d'ailleurs un livre blanc par la suite, avec des preuves sans équivoque, bien entendu, à charge. Oui. Je pense que ce constat citoyen... Qu'est-ce que ça a changé ? Non mais j'y viens. Après le livre blanc de M. Benflis. Non mais j'y viens. Mais c'est un livre, au fait, justement à charge, et c'est un livre qui va travailler dans ce sursaut républicain pour que la base, le seul constituant de ce pays qui est le peuple, ait conscience et qui comprenne surtout que son vote n'est pas respecté d'une manière souveraine. Maintenant, cette lecture d'un citoyen lambda, comme je le suis. Maintenant, pour revenir un peu sur la procédure, du moins les étapes que nous avons voulu mettre en place, je pense que l'heure aujourd'hui est assez grave et urgente pour qu'on ne puisse pas se noyer dans du chichi, comme vous l'avez dit, ou des actions un peu parallèles ou peut-être outrancières. Notre défi aujourd'hui, c'est quand je disais que la décision émane démocratiquement du parti et de sa base, oui. On aurait pu, Ali Benflis à la tête du parti, on prendre la décision de boycotter ou pas. Donc aujourd'hui, on est vraiment... c'est-à-dire qu'on Mais vous êtes à peu près comme ça, à la louche.
D'après vous, vous allez y aller ou pas? Je ne pourrais vous dire. Après, il y a mon constat citoyen. Non, mais je vais vous dire. Moi, personnellement, par exemple, connaissant bien un peu le contexte, moi, je ne fais aucun doute que Talal al-Hurriyat va y aller. Écoutez, ça engage que je serais très étonné vous avez droit à cette lecture. Que Talal al-Hurriyat n'y aille pas. Vous y avez droit à cette lecture, comme d'ailleurs d'autres l'ont pour le boycott ou le boycott partiel. Enfin, vous savez, il y a plusieurs hypothèses. Mais encore une fois, l'heure est tellement grave et assez urgente pour que l'action vers le boycott ou pas s'impose, mais d'une manière démocratique. Encore une fois, nous sommes cohérents dans notre action. Nous voulons insuffler, toute modestie gardée, un nouveau modèle politique qui va prôner la démocratie. On aurait pu prendre cette décision, comme il fut un temps, et d'ailleurs il l'est toujours, la pensée unique, décision unique et monosens, parti unique. Donc nous, on s'inscrit vraiment, véritablement dans une collégialité. Donc si ce rapport est fait d'une manière, on va dire, bien ficelée, c'est un rapport détaillé qui est l'image exacte de quel sera le contexte justement des élections aujourd'hui, il va donner la résultante qui s'imposera. Maintenant, vous me posez la question si le Talal al-Hurriyat y va ou pas, ne serait-ce que par respect envers ma famille politique, je ne pourrais me substituer à cette décision. Je laisserai le soin à mi-janvier pour le faire. Vous pensez que dans un tel contexte de viol au pluriel, viol constitutionnel répété, récurrent, de manipulation en tout genre, de coups d'État, d'imposition au peuple algérien d'un grand invalide qui est dans une totale incapacité de diriger le pays, vous pensez que dans un climat pareil, dans une situation pareille, vous pouvez encore vous permettre de prendre les choses avec des pincettes formelles, de détailler les procédures, d'y aller doucement, pas trop vite, de faire attention. Mais l'histoire est tragique. Nous allons peut-être déboucher sur le mur. Le pays risque de disparaître. Et vous êtes là. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, si ce n'est que juste les outils de communication qui divergent. Aujourd'hui, je le répète, l'heure est grave. Et ce constat, nous l'avons fait à maintes reprises. Au moment où on a eu cette opportunité de le faire, bien entendu, vous savez très bien qu'un parti d'opposition n'est pas libre d'exercer comme il se doit et comme il le voudrait. Donc ça, c'est un fait qu'il faut prendre en compte. Mais nous avons cessé de le répéter, de le redire, que le constat est grave. Effectivement, je vous rejoins sur cette analyse qui est pertinente à juste titre. Mais encore une fois, nous sommes cohérents avec nos actions, avec notre mode de pensée, notre nouveau modèle politique, qui, encore une fois, à terme, comme on l'a fait à petite échelle à notre parti politique, demain nous le ferons aussi à grande échelle au niveau de seul constituant qui est le peuple. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, c'est une marque de respect envers nos concitoyens, nos compatriotes, de vouloir émaner la décision. Vous pensez qu'ils vont aller très franchement, vous pensez que nos concitoyens vont aller voter cette fois-ci, contrairement à toujours? Vous pensez qu'ils vont aller voter? Écoutez, ma réponse de citoyen algérien, au courant de ce qui se passe, des coulisses, on va dire, de ces élections-là, d'ailleurs à petite ou grande échelle, ou même voire locale, mon côté citoyen vous dirait que, effectivement, aujourd'hui, le contexte ou l'écosystème de ces élections-là n'est pas propice pour faire émerger le vote du peuple, encore une fois. Donc, à quoi bon aller participer dans une mascarade dans laquelle les dés sont jetés, que les quotas ont été distribués? Nous, encore une fois, nous sommes... Là, c'est une réponse vraie. Mais non, mais si vous y tenez, il y a deux lectures. Je me doutais un peu. Non, mais quand je vous dis, au fait, on est un parti politique, on est un parti, c'est-à-dire moral. D'accord. Je ne représente pas un groupe, je représente une entité morale. Donc je ne peux pas me substituer, encore une fois, je me répète, à une décision quelconque, qu'elle soit boycott pour... Oui, mais vos amis politiques, ils savent très bien. Les avis divers, vous savez... ne va pas y aller, à moins... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des miracles politiques, sait-on jamais, mais... Non, mais vous savez, je tiens à rappeler également... On le saurait, ça se saurait. Que Ali Benflis n'a cessé de le répéter également, via ses communiqués, ses déclarations, où justement il fait ce constat horrible, que ce soit socio-économique ou politique, et notamment politique, où effectivement, d'ailleurs, on avait fait un communiqué de presse sur la fameuse haute instance de surveillance des élections, qui pour nous n'est pas en corrélation, en adéquation, et qui ne répond pas, non pas à nos aspirations à nous. Et personne mieux qu'Ali Benflis n'a autant dénoncé la fraude, le trucage, les élections truquées, le bourrage, et il y va quand même. Mais restez avec nous, nous allons encore demander à Rachid Nekaz et Ibrahim Younsi arrivent pour participer avec nous dans un petit instant. Rachid Nekaz, les gens de Talal al-Hurriyat ont au moins le mérite de consulter leur base et leur structure.
Bedis Khnissa qui est avec nous ici ne veut pas me donner de réponse, il dit, même s'il s'en doute, j'imagine, mais il ne veut pas se substituer à la volonté de sa base. Il dit attendre que ça tombe pour pouvoir livrer de façon officielle. Or, vous, est-ce que vous avez consulté votre propre formation, votre base, vos militants, avant d'y aller, avant de décider que vous y allez? Mais est-ce que vous consultez ma page Facebook? Il y a pratiquement 1 million d'abonnés, il y a période de Sahara. Pardon, d'abonnés? Vous m'avez dit d'abonnés? Oui, j'ai pratiquement 1 million d'abonnés. Mais on parle de militants, on ne parle pas d'abonnés. Nous parlons de militants. Oh, venez voir aux manifestations qu'on organise à Paris, avec tous les gens qui viennent nous voir ici en Algérie. Ils exercent une pression considérable. Non, mais attendez, Rachid Nekez, excusez-moi. Non. Excusez-moi, il faut que nous mettions quelque chose au point. Moi, je ne vous parle pas d'abonnés, moi, je vous parle de militants et de structures de votre parti. Est-ce que vous avez consulté vos militants, vos structures, ou est-ce que vous avez consulté vos abonnés Facebook? Mais c'est pour vous donner un exemple. Les militants des 48 wilayas et à l'étranger me pressent depuis des semaines pour participer à ces élections législatives et ensuite les municipales. J'ai une pression considérable parce qu'ils veulent un changement concret et rapide. C'est moi qui freine. Attendez, Rachid Nekez. Là aussi, je vous arrête. Donc, d'après vous, la participation à ces élections va entraîner un changement concret et rapide. C'est ce qu'ils veulent. Vous m'avez posé une question. Est-ce que j'ai consulté les militants? Oui. Je vous réponds, les militants, les sympathisants et on appelle ça les fans, exercent une pression considérable pour que nous participions à ces élections. Voilà. Restez avec nous, nous accueillons Brahim Younsi. Je reviens à vous, Rachid Nekez. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'inviter de nouveau. Merci à vous. Nous avions besoin de vos lumières d'abord. Faut-il encore en avoir constitutionnelle, parce que j'ai une question à vous poser. Mais aussi votre avis. Donc, Talay El Houriyat Bedis nous dit que pour le moment, ils n'ont pas de réponse toute faite, qu'ils attendent de consulter leur base, ce qui est tout à leur honneur. C'est compréhensible. Voilà. Et donc, qu'après cela, ils diront à tout le monde. Mais Bedis semble aussi ne pas ignorer qu'il y aura une très forte abstention, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien de nouveau à l'Ouest. Hein. Depuis 62 à ce jour, il y a toujours eu des abstentions, sauf quand on emmenait les gens voter de force. Quand on leur disait, si tu n'as pas ta carte de vote estampillée, tu n'auras pas de logement, tu n'auras pas de boulot. Vous en rappelez? Le temps de Boumediene. Absolument. Voilà. Alors, Rachid Nekez nous dit non, c'est bon, il y va, et qu'il a sa base fait une pression formidable pour le pousser à obtenir un changement concret et rapide par le biais de ces élections. Je vous en prie. Commentaire. Vous savez, si on devait retourner un peu en arrière, à l'époque coloniale, oui, il y avait les électoralistes. Et nous sommes aujourd'hui dans la même polarisation. Vous avez des tendances électoralistes et des tendances qui ne le sont pas. Or, même s'interroger sur la participation à des élections algériennes, pose problème. Oui. Parce que nous savons que je suis d'accord avec vous. Que nous savons que le système, monsieur l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu, qu'il accorde des quotas, qu'il distribue des quotas. Oui. Et il a toujours distribué des quotas. Il n'y a pas d'élection en Algérie. Oui. Cela doit être clair. Je me demande comment cela, depuis des décennies, n'est pas rentré dans la tête d'hommes politiques d'envergure. Mais justement, Brahim aussi, problème presque existentiel. Les gens qui vont y aller, qui nous ont fait savoir d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas officiel, qui vont y aller, les mêmes disaient il y a peu de temps, ils disaient aller aux élections législatives, c'est une farce, puisque ce régime va servir de nous pour paraître très démocratique. Nous allons nous servir de caution honorable parce que nous sommes comptabilisés opposition, zama, et que nous allons donc... Ils disaient eux-mêmes, ils tenaient ce discours. Tout à fait. Ali Benvelis tenait un discours très, très dur à l'endroit de ce régime qu'il accusait de tous les travers
de fraude électorale, de bourrage des urnes. Il en est arrivé presque à suggérer qu'il avait ça dans ses gènes, dans son disque dur. Et aujourd'hui, on nous laisse entendre qu'il pourrait y aller aussi. Un problème, quelque part. Je ne veux pas porter atteinte à la mémoire des personnes. Oui. Cependant, Ali Benflis n'a pas dénoncé une fraude massive lorsqu'il était directeur de campagne de la place Bouteflika. Nous savions, et il savait qu'il y avait une fraude massive en 1999, parce que le chef de l'État actuel a été porté à Al-Mouradia par l'armée et les services de sécurité. Et chacun le sait, le savait. Oui. Néanmoins, M. Ali Benflis a accepté d'être d'abord le directeur de cabinet du chef de l'État actuel et son Premier ministre. Son Premier ministre, en gardant le poste de secrétaire général du parti AVLM. Tout à fait. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas M. Ali Benflis, il est dans un système... Vous voulez peut-être réagir? Oui, je l'entendrai. Juste là. Tout le monde le sait. Le problème, ce n'est pas les acteurs politiques. Les acteurs politiques soutiennent le système. C'est le système lui-même qui est fait comme cela. Il exclut qui il veut, et la promenade, M. Ali Benflis a subi l'exclusion. Mais ceux qui participent aujourd'hui, et je vais vous donner la parole tout de suite après, sont en train de nous dire, comme ça, nous regardons droit dans le blanc des yeux, non, nous allons changer les choses. Rachid Nekaza est avec nous, il était en train de nous dire, non, fraude, pas fraude, quota, pas quota, nous allons changer les choses. Et je vous laisse donc... Alors moi, quelque part, je ne peux pas laisser dire ça d'une manière amicale, hein, très bien entendu, on est tous des citoyens algériens, on est dans un débat... De quelque manière que ce soit. Absolument. Il n'a rien dit de méchant. Non, j'entends bien, c'est pourquoi je dis d'une manière amicale et très apaisée. Aujourd'hui... Nous savons très bien, en fait, le contexte actuel des élections et de la tenue des élections, c'est pas nouveau, effectivement. Maintenant, pour revenir sur Ali Benflis, je pense que la thématique de cette émission ce soir, ce sont les législatives, bien entendu, et ne sont nullement, en fait, un procès d'intention vers quiconque. S'il y a bien un procès d'intention, je pense aujourd'hui, il faut le faire à l'encontre de ce régime, à l'encontre de ses rouages et ce sérail. Pour Ali Benflis, tout simplement, je pense qu'on aura l'occasion, si vous me le permettez un jour, de faire une émission où je démontrerai par A plus B qu'effectivement, Ali Benflis a subi beaucoup d'allégations, beaucoup de constats et d'hypothèses, je dirais, faites un peu d'une manière farfelue. Son parcours, je pense qu'aujourd'hui, le permet aisément, factuellement, historiquement, de démontrer le contraire. Maintenant, vous savez très bien que, comme aujourd'hui, il s'inscrit dans une démarche d'opposition, la fameuse question, fils du système, fils du régime, moi je dirais tout simplement fils du changement, fils du patriotisme et fils des citoyens. Je pense que son parcours familial, militant et combatif le démontre aisément. Mais bon, je pense que la question n'est pas là. Moi, je vous rejoins et je converge. Et on a besoin de converger au bout d'un moment. Mon approche citoyenne, ce que je disais tout à l'heure, moi, vous me dites que le Talal Hurriyat y participe, vous me l'apprenez. Non, on n'a pas dit participe. Il semble qu'il aille droit vers la participation. Monsieur Benchelouf, je pense que... C'est une... spéculation. Voilà. Ça reste une spéculation à partir du moment où on n'avait rien annoncé d'officiel. Mais je vous l'ai dit une fois, justement, lors de votre plateau, où j'ai expliqué que nous faisons de la politique profonde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la télé-réalité. Nous ne faisons nullement, encore une fois, des lectures... On n'a pas d'autre choix. Non, mais on essaie d'avancer. On n'a pas d'autre choix devant une situation aussi plombée, dans que nous revendiquons également, où les règles du jeu ne sont pas normales, que nous revendiquons que de ne pas respecter ces a priori procéduriels, d'attendre que les partis fassent leur communiqué pour pouvoir reprendre. Monsieur Benchelouf, vous m'écoutez pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vous expliquais qu'il y a une procédure. Je vous écoute très bien. Non, mais c'est une façon de parler, bien entendu, je ne me permettrai pas. C'est que cette procédure à laquelle vous tenez beaucoup, si ce n'est en fait, on peut appeler ça un processus démocratique. Oui. Si vous voulez que la terminologie a toute son importance, c'est un processus démocratique qui répond, bien entendu, au programme et à nos convictions. Donc on a voulu que ça émane vraiment de la base. Non, j'entends bien. Mais moi, ce que je demande, si vous le permettez, de votre plateau, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps, vous l'avez dit, on n'arrête pas de le répéter, que l'heure est grave, que l'urgence de la situation implique des actions concrètes. Donc les actions concrètes, on en parle aujourd'hui justement. Essayons de construire cet avenir commun, collectif, en étant des citoyens actifs. Donc aujourd'hui, je converge sur certains points avec monsieur, avec vous, avec tous les citoyens algériens. Et d'ailleurs, c'est ce que nous devons garder en tête, c'est-à-dire ce qui nous unit. Aujourd'hui, ces élections-là, encore une fois, je vous expliquais ma lecture citoyenne, on
en résultant d'un sursaut républicain, m'incite justement à me poser des vraies questions, des questions sur ces élections-là. Ces élections-là, effectivement, nous n'avons pas vocation à aller dans un sarcasme ou un jeu tendancieux dans lequel nous allons participer, combien même nous allons peut-être être en incohérence avec notre attitude et nos convictions et nos principes intrinsèques. Donc aujourd'hui, cette décision émanera effectivement du parti, de sa base militante. Rien n'empêche que ce soit nos militants, nos concitoyens et nos compatriotes qu'ils aient leur propre lecture, qui, je pense aujourd'hui, au vu de ce qui se passe sur la scène politique, est très aisée, très facile. Et d'ailleurs, je vous rejoins. Ali Benflis, en tant que citoyen avant toute chose, a donné sa propre lecture sur, que ce soit la cosmétique politique imposée à un sa lecture devrait inciter à ne pas y aller. Mais je vais reprendre 2 mots que vous venez de dire. Maintenant, en vous exprimant, vous n'avez pas dit l'État algérien. Vous avez dit le régime et vous avez dit le sérail. À votre avis, Badi Khnissa, un homme politique qui est dans une formation politique qui se dit très représentative, assez costaude, j'allais dire, très bien étoffée, très bien implantée un peu partout dans le pays, est-ce que vous pensez qu'il est de bonne aloi pour un politicien comme vous d'aller dans des élections qui sont organisées par un régime, par un sérail, et non pas par un État digne de ce nom? Je vous l'ai dit au début de l'émission, effectivement, mon citoyen, enfin ma personne en citoyen algérien patriotique qui plus est, bien entendu, je ne veux pas participer à cette débandade politique et je dirais cette comédie politique électorale. Donc oui, effectivement, moi, Badi Khnissa aujourd'hui, solennellement, je vous dis que dans le contexte actuel, effectivement, ça n'engage que moi, citoyen algérien, de ne pas y participer pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas cautionner par la participation à un régime que nous condamnons, que nous revendiquons. Ça, c'est le Badi Khnissa personnel, président cofondateur du club émergent. Non, M. Béchinouf, encore une fois, je ne peux pas me substituer à une entité morale. On a des milliers de sympathisants et de militants auxquels, ne serait-ce que par respect, marque de respect envers eux, je ne pourrais prétendre avoir la science infuse et leur dire sur ce plateau qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller. Il y aura un rapport dans ce sens qui va être très détaillé et qui va englober tout l'écosystème électoral, administratif, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Brahim Younsi, je vais vous donner la parole, mais j'aimerais d'abord qu'on en vienne à un problème, j'allais dire, constitutionnel, de droit constitutionnel, que j'aimerais que vous m'expliquiez. Normalement, au cours de la législature, de la mandature, il y a 5 fois comment on appelle des sessions. Des sessions. J'ai compris. Voilà. Alors, les sessions sont censées être de 10 mois chacune. Et elles ne peuvent en aucun cas, et cela est une disposition constitutionnelle irréfutable, indiscutable, elles ne peuvent en aucun cas être de moins de 10 mois. Or, les 4 premières sessions ont été des sessions de 10 mois, sont déroulées normalement. Mais cette session-ci, si elle va normalement pour permettre la tenue des élections, devrait être interrompue en avril, n'est-ce pas? Or, elle ne sera pas une session de 10 mois, ce qui sera une violation flagrante de la Constitution. À votre avis? Oui, vous parlez de l'article 135. Exactement. L'article 135 est très imprécis. Oui. C'est vrai qu'il parle d'une durée de 10 mois. Voilà, est clair. C'est clair, il dit 10 mois et pas moins. Oui, oui, absolument. Oui. Il parle d'une durée de 10 mois. D'accord. D'autres constitutions... Il dit, je crois qu'elle peut être prorogée de 10 jours. Par le premier, oui. Par le Premier ministre. D'une dizaine de jours. D'une dizaine de jours. Voilà. Pas davantage. C'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a les sessions, effectivement, qui sont de 10 mois, mais vous avez une législature. Oui. Et une législature qui arrive à fin de mandat. D'accord. Bon, cela est clair, hein, je crois que, y compris dans le pays où nous sommes. Oui. Mais la cessation de la législature est bien précisée. D'accord. Et les sessions aussi. D'accord. Les sessions aussi. Elles doivent se terminer, elles sont de 9 mois, elles ont une date de début, octobre, et elles se terminent fin juin. Oui. Vraiment fin juin, jour ouvrable de fin juin. D'accord. Mais les élections législatives, par exemple en 2017, ont lieu le 10 ou le 10 juin. D'accord. C'est-à-dire qu'ils en juillet plutôt? Non, en juin. D'accord. En France, c'est en juin. D'accord. En Algérie,
les législatives dernières ont eu lieu en mai, le 10 mai, je crois, et elles ont lieu cette année, le 27 avril. Ça veut dire qu'elles ont été rapprochées. Sauf que l'article 135 émane de la révision constitutionnelle du 6 mars. Donc, il est très imprécis. Et il dit quand doit s'ouvrir la session, mais il ne dit pas quand elle doit. Mais de toutes les façons, c'est anticonstitutionnel. La logique constitutionnelle voudrait que le président dissolve. Non, si on reste dans le cadre de la Constitution et des institutions. En aucun cas, elle ne doit être moins de 10 mois. Le président de la République, si nous restons dans, entre guillemets, la logique des textes, moi, tous ces textes-là ne sont pas valides pour moi. Ils n'ont aucune légitimité pour moi. Mais si on reste dans la logique des textes, le président de la République, d'abord, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Anticiper les élections, sans dissoudre l'Assemblée nationale. Pas anticiper. À la limite. Il appelle le corps électoral. Ou renvoyer la date des élections à une date ultérieure. Il peut le faire. Bon, le président de la République, appelons-le comme cela, qui n'émane pas de la volonté populaire, appelle à des élections. Et il a fixé une date. C'est cette date-là qui... Maintenant, la question qui se pose, c'est vrai qu'on arrive à une fin de législature, mais est-ce que la fin de la durée du mandat affecte les sessions? C'est ça. Constitutionnellement, ça ne devrait pas l'être. Ce que je veux dire, c'est que l'expiration du mandat affecte-t-elle les sessions? S'il y a une question d'urgence à traiter, l'Assemblée nationale actuelle peut encore la traiter. Mais à la limite, tel que vous décrivez, ça devient une question d'interprétation. Oui, toujours. En l'occurrence, il va y avoir une session qui n'atteindra pas la durée normale, constitutionnellement. Donc, il y a un problème, je crois, qu'on n'a pas le droit d'interpréter dans ce genre. Mais le président de la République peut anticiper les élections et appeler le corps électoral à voter. Je pense, faut-il le rappeler également, qu'aujourd'hui, pour un régime qui s'est accaparé la souveraineté du peuple, et de sa voix et de son vote, bien entendu, il est tout naturel qu'il s'accapare également la Constitution et ses aspects dans les détails. Je pense que ça coule de source. Aujourd'hui, il y a véritablement un problème de légitimité, à tout point de vue, auquel nous aspirons à revenir et remettre... Nous allons poser la question à Rachid Nekez et je reviens à vous. Rachid Nekez. Oui, c'est Jamal Abdel. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de session qui ne sera pas respectée selon la Constitution algérienne? Elle n'aura pas 10 mois, elle n'atteindra pas les 10 mois que les prochaines élections arriveront et donc il va y avoir une sorte un énième viol constitutionnel d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je crois que c'est un petit problème par rapport à l'immensité des autres problèmes que nous avons aujourd'hui. Je ne vais pas m'en plaindre, j'aimerais dire. Moi, je suis plutôt inquiet de voir que notre pays fonctionne sans président depuis 4 ans, que nous assistons régulièrement à des montages vidéo à la télévision. Nous voyons le président en agonie, mais qui pourtant participe à des réunions publiques ou va visiter la mosquée à Alger. Donc ça, c'est beaucoup plus grave que le fait que nous n'arrivons pas à 10 mois. Très franchement, je sais et nous savons tous que nous avons un pays en crise. Je sais et vous savez tous que nous avons d'immenses difficultés et que nous n'arrivons pas à réaliser l'alternance politique parce que ceux qui gouvernent ce pays ont beaucoup de choses à se reprocher, ont volé beaucoup d'argent et je crois très sincèrement que si nous ne réglons pas la question des garanties à accorder aux responsables politiques actuels pour leur dire « vous pouvez quitter le pouvoir et on ne vous embêtera pas », il n'y aura jamais d'alternance. Oui, mais Rachid Nekez, c'est vrai que nous pinaillons beaucoup. Attends d'abord le choix de faire autrement et puis... vous voulez répondre, Brahim Younsi? Non, mais je vous dis qu'il doit parler pour lui. Bon, ces questions-là sont très difficiles. Il y a des voies référendaires. Le peuple doit être consulté là-dessus, mais faut-il encore être dans un régime légitime? Et ce que je voulais dire tout aussi amicalement, ce que vous dites est vrai. Seulement, je n'ai pas fait personnellement un procès d'intention à votre président, à M. Benfeliz. Mais j'ai cité des actes, des faits et un parcours
L'homme, qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, la situation est cela. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul dans ce cas. Était dans un système, était dans un régime. Il était au plus haut niveau du système. C'est-à-dire Premier ministre d'un gouvernement. Mais raison pour laquelle, encore une fois, vous avez évoqué un mot qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle, qui est le parcours. Oui. Aujourd'hui, si on ressasse son parcours chronologiquement, pas ressassé. on notera, il y avait beaucoup de sacrifices dans ce sens qui ont été produits. Vous avez beaucoup dit, je termine. Non, vous avez beaucoup dit, je termine. Vous avez beaucoup dit. Nous avons beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle je voulais reprendre cette question, parce que vous avez parlé de procès d'intention. Je ne fais de procès d'intention, je n'ai jamais, ça fait 40 ans que je suis dans l'opposition, en exil, et davantage encore, parce que je l'étais déjà en Algérie. J'ai parlé d'une manière globale, en fait, effectivement, la question parfois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont un parcours, et un parcours dans le système, dans le régime, comme vous dites. C'est cela. Et M. Mezlich, que nous voulions ou pas, que vous le vouliez ou pas, qu'il le veuille lui-même ou pas, il a ce parcours-là. Il a ce parcours, un parcours dans le système. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'est non-citoyen. Il est citoyen, il est citoyen, et il a le droit de participer à toutes les élections qu'il veut, à jouer un rôle politique. Mais cette chose-là, il faut la rappeler, qu'il n'est pas un opposant. Il n'était pas un opposant du système. Je me réjouis qu'il, aujourd'hui, se mette du côté de l'opposition, mais pour changer le système, mais la manière de changer le système. Et si le Talal al-Hurriyat participe aux élections, il me semble qu'il n'est pas sur la voie du changement du système. Mais justement, Brahimi aussi, en moins d'une minute, puisque nous avons débordé un peu sur le temps, si Talal al-Hurriyat demain annonce qu'ils ne participeront pas aux élections... Non, néanmoins, je l'ai toujours dit. Imaginons, rêvons, que Talal al-Hurriyat va dire non, nous ne participerons pas à cette farce. Je ressasse la même chose, parce que c'est ce qui me semble être la vérité. L'agrément des partis, Talal al-Hurriyat ou le FFS aussi n'expliquait pas pourquoi il allait aux élections, pourquoi il n'y allait pas. Une année il boycottait, l'année suivante il ne boycottait pas, il y allait. Le RCD est dans ce cas-là, il boycotte, puis il y va, etc. Sans expliquer au peuple pourquoi ils n'y vont pas et pourquoi ils y vont. Moi, je suis contre l'agrément. Je suis contre ces partis qui demandent un agrément à un système qu'ils sont censés combattre. Un système qui est illégitime. Et sur ce, je vous interromps, Brahimi aussi, malheureusement. Nous avons très largement débordé. Je suis désolé de ne pas vous redonner la parole, ni à Rachid Nekez. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.